J'ai été absolument ravi de recevoir il y a un peu plus d'un an un courriel de David Bélanger qui, au nom de Jean-François Chassé, ici présent, et Michel Lacroix, aussi ici présent, m'invitait à participer à ce colloque opportun sur la pensée critique d'André Bello. Pour cette invitation et pour l'idée fort alléchante de travailler plus particulièrement la notion de multiple, telle que l'entendait Bello, je dis ici, haut et fort, mes remerciements les plus sincères, et ça, à messieurs Chassé, Lacroix et Bélanger. Ils ne savaient sans doute pas qu'il y a presque exactement 33 ans, alors que j'étais jeune et très petit doctorant, c'est-à-dire encore plus petit que je ne le suis maintenant, à l'université Queen's en Ontario, j'ai connu André Bello pour la première fois durant le premier colloque international sur Mikhail Bakhtin organisé en octobre 1983 par Clive Thompson. Écouteur généreux, André Bello est venu me parler après la communication que j'avais très nerveusement présentée, comme aujourd'hui. Je suis toujours nerveux en public. Un après-midi, durant cette grande rencontre, et ce, malgré le fait qu'il ne me connaissait absolument pas. Après plusieurs échanges de lettres, il a fini par me proposer d'inclure mon texte d'antan sur Bakhtin et les métaphores musicales dans un numéro spécial de la revue Études françaises qu'il préparait alors avec ce qu'il appelait, et je pense que c'est non sans ironie, le Cercle Bakhtin de Montréal. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que même Benoît Melançon, ici présent, était à cette époque secrétaire de la revue. André Bello a encore très activement participé au deuxième colloque international sur Bakhtin tenu à Cagliari, non pas Calgary, en Sardaigne, en mai 1985. Et avant de s'éteindre, il a également contribué aux 2 premiers volumes du bulletin Bakhtin publiés en 1983 et 1986 à Kingston. J'étais pour la préparation de ces numéros l'assistante de Clive Thompson. Et le grand monstre qu'allait devenir à partir de 1985 à peu près, et surtout pendant toute la décennie de 1990, ce que nous appelons aujourd'hui les études bakhtiniennes, avait drôlement besoin, surtout en ce qui concerne son développement parfois trop rigide et guindé, du sérieux intellectuel d'André Bello, certes, mais on avait vraiment besoin de son esprit farouchement critique et surtout de son rire magique qu'il partageait généreusement avec tout le monde jusqu'à sa mort. Et malheureusement, les études Bakhtin internationales n'ont connu sa présence et son esprit que pendant 16 ans à peu près, à savoir de 70 à 86. Aujourd'hui, il pourrait paraître quelque peu étrange, ici à Montréal, durant les quelques minutes qui me restent, je vais me servir de la pensée bakhtinienne d'André Bello pour parler de la peinture française du XVIIIe siècle, et tout singulièrement du genre du portrait tel qu'il est curieusement devenu durant le siècle des Lumières et dans les premières décennies du XIXe siècle. Il me semble pourtant que notre grand héros du colloque a non seulement su sortir de la pensée parfois super universaliste de Mikhail Bakhtin, un grand potentiel imaginativement conçu, pour parler spécifiquement de la culture et de la littérature québécoise, mais aussi, et je vois ceci comme une importante qualité de sa pensée globale, la conception théorique spécifiquement québécoise qu'a développée André Bello à l'aide de Bakhtin, mais aussi de Jameson et d'Adorno et de Lukács, entre autres, peut et doit se réuniversaliser une seconde fois pour parler de manière provocatrice d'autres sphères culturelles que celle du Québec. Ici donc, à titre d'exemple, à mon avis très heureux, le portrait artistique français du siècle des Lumières. On sait par ailleurs qu'André Bello avait une très grande culture iconographique en ce qui concerne l'art européen. Voici donc ce que je me propose de faire avec vous, pendant que nous attendons avec plus grande impatience Pierre-Neveu, à savoir examiner la notion de multiple non seulement comme la pile d'une importante pièce théorique,
mais aussi de voir cette même pièce depuis sa face. Dans un premier temps, et si vous me le permettez, je voudrais dans cette communication regarder rapidement quelques portraits doublés, voire triplés, d'une même personne telle que peint par Jean-Honoré Fragonard, François Boucher et ensuite Jean-Baptiste Greuze vers les années 50 à 70 du XVIIIe siècle, et puis, dans un second temps, parler, trop rapidement encore, hélas, du portraitiste multiple par excellence. Il s'appelle Louis-Léopold Boilly, qui a, à partir de la Révolution jusqu'à 1835 à peu près, peint plus de 500 à 5000 portraits, mais presque jamais plus d'un portrait de la même personne. Donc, première partie, la pile de la médaille du multiple. Fervent lecteur de Bakhtin et aussi d'Adorno, André Bello ne cessait de se lamenter du sort peu enviable qu'a connu l'individu en Occident depuis sa naissance au début de la modernité. Malgré toutes les promesses d'une vie heureuse, l'individu allait devenir un être malheureux et impuissant du fait qu'il a été systématiquement isolé de tous ses frères et sœurs, empêché par conséquent de communiquer avec ses confrères et ses consœurs afin de résister aux forces socio-économiques et socio-historiques qui devaient l'écraser. Cette tragédie, quelque peu rousseauiste qu'allait connaître l'individu dans nos diverses sociétés occidentales, aurait pu trouver, sinon comme antidote, du moins comme contre-preuve, le développement souvent spectaculaire du genre artistique du portrait qui, dès le XVIe siècle en Italie, plus ou moins parallèlement à la montée de la bourgeoisie marchande en Europe de l'Ouest, pour dire les choses rapidement, le portrait a su chanter tel qu'un grand chanteur, un grand chœur d'anges et d'instruments symphoniques, la glorification multicolore et de la personne forte, volontaire et indépendante, qu'elle était surtout très riche et généreuse envers les artistes. Contrairement à l'Italie et aux Pays-Bas, où de telles relations symbiotiques entre la bourgeoisie montante et le genre artistique du portrait ont commencé à s'épanouir respectivement vers la fin de la Renaissance ou un peu plus tard au début du XVIe siècle en France, c'est le siècle des Lumières qui connaît un accroissement important de personnes, quoique appartenant au tiers-état, qui s'intéressent aux arts, qui s'intéressent assez aux arts pour commander en nombre très important et pour des prix souvent faramineux des portraits d'eux-mêmes ainsi que de leurs familles, y compris de leurs enfants. La notion de multiple intervient de manière incisive dans cette histoire, rapidement esquissée, lorsque nous avons affaire à certains grands, très grands individus issus de la bourgeoisie montante, tels Madame de Pompadour par exemple, qui ne pouvaient en aucun cas se contenter d'un seul et unique portrait pour montrer leur grande personne, quelle que soit la beauté et le raffinement esthétique d'un seul d'entre eux. Juste, je vous montrerai très vite quelques portraits de Madame de Pompadour. Mais une faille commence à apparaître, telle une contradiction au sein de la plateforme électorale du Parti conservateur du Canada, entre, d'une part, la glorification du grand individu, mécène des arts, et libre de se montrer tel qu'il le veut, quand il le veut, et la qualité définitoire d'unicité qui est encore afférente à la peinture du siècle des Lumières. La qualité définitoire d'unicité qui est encore afférente à la peinture du siècle des Lumières. D'une part, la commercialisation de la gravure contribue à la distribution de plus en plus efficace d'un portrait censé être un chef-d'œuvre artistique, et d'autre part, certains grands artistes sont invités par la personne représentée à produire plus d'une réplique de leur portrait,
Et dans le cas de portraits du roi et de la reine, par exemple, des ateliers entiers comprenant des douzaines d'artistes copieurs sont constitués pour satisfaire les besoins grandissants des amateurs d'art qui, en nombre toujours croissant, semblent tous vouloir leur propre portrait unique des grandes personnes du royaume. Jusqu'ici, la notion de multiple ne semble pas jouer de rôle critique autre que celui, déjà et important, de signaler une contradiction de principe entre, d'une part, l'unicité prétendue de l'œuvre picturale et l'unicité aussi prétendue, c'est-à-dire non répétable, de l'individu qui se fait peindre souvent à très grands frais. Mais les choses se complexifient lorsque, sans la demande explicite d'un sujet payant, un artiste se propose de multiplier les portraits d'une seule et unique personne. Il ne s'agira pas de copie d'un seul et unique portrait, mais plutôt de versions, par exemple ici, de versions souvent fort différentes de l'image d'un seul individu. Des exemples de ce phénomène se trouvent dans les quelques portraits de Diderot, peints ou dessinés vers le milieu du siècle par Greuze, sans que l'on sache si Diderot avait, pour chaque portrait, vraiment posé dans le studio de Greuze. Je pense que pour le dernier, non. Une autre série d'exemples, sans doute plus spectaculaire, peut se voir dans les nombreux portraits peints par Jean-Honoré Fragonard, pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui, de l'actrice Marie-Catherine Colombe. Je vous les montre très vite. Il y en a plein, je ne les montre pas tous. Il n'existe aucune suggestion dans les archives aujourd'hui disponibles d'une relation intime entre l'actrice et le peintre. Pourquoi en a-t-il peint autant? Dans ces deux cas, la notion de multiple nous dirige vers les théories esthétiques du portrait, ainsi que formulées à la fois par Maurice Quentin de la Tour et par Diderot lui-même, selon lesquelles l'individu humain est tellement complexe et surtout tellement versatile, avec 1000 visages qui se succèdent en une seule journée, qu'un seul portrait simple d'un seul individu, comme si ce dernier était lui aussi très simple, ne peut jamais suffire. Et je dis à propos des magnifiques portraits de la Colombe, peints par Fragonard, non seulement qui brillent par leur grand nombre, mais je pourrais aussi dire qu'ils brillent par les appels plus qu'évidents qu'ils lancent, chacun à leur façon, vers la très illustre série de portraits de fantaisie que Fragonard est en train de peindre à la même époque, avec autant de brio qu'avec une vitesse souvent étonnante. Et puis, c'est la face de la médaille du multiple. Ces questions, souvent contradictoires, se faisant sentir entre la singularité assumée de l'œuvre picturale et l'unicité de l'individu socio-économique dans nos sociétés occidentales, prennent encore une autre tournure sur les pinceaux et les brosses d'un grand peintre de la fin du siècle des Lumières et du début du XIXe, qui nous sied maintenant de regarder à l'aide de la notion de multiple, même si ce regard doit toujours, malheureusement, être rapide, tempus fugit, comme annoncé Louis-Léopold Voyer. Ce peintre, fort prisé par les collectionneurs d'aujourd'hui, est très connu pour ses scènes de genre, souvent grivoises, ainsi qu'il les peignait très souvent avant la Révolution, mais dénoncé en 1993 au Comité du salut public comme peintre amoral, voire corrupteur des mœurs publiques de la jeune République, Boyer a décidé qu'il fallait peut-être changer d'idée et il a vite commencé, pour ne pas perdre la tête, à peindre plutôt des scènes réalistes des rues de Paris et néglige désormais l'aspect grivois de son œuvre. Désormais, vous allez voir des Boyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'instant. Durant la Révolution, mais surtout après, il deviendra aussi un des portraitistes les plus recherchés de Paris, mais ce ne sont maintenant ni les grands nobles de Paris, ni les grands bourgeois de la capitale, sauf pour quelques très rares exceptions,
qui viendront à l'atelier de l'artiste Boilly pour faire tirer leurs portraits, comme on disait à l'époque. Ce seront plutôt les membres d'une classe moyenne, modestement aisée, qui lui demanderont un portrait, et pour un prix relativement peu cher à l'époque, vers 1815, le prix moyen était d'un très raisonnable 120 francs, l'artiste pourra acquiescer à leur demande si les clients sont prêts à accepter une effigie presque sans la moindre accessoire, surtout sans accessoire symbolique, sans la moindre image ou objet montré à l'arrière-plan, un simple arrière-fond monochrome devra suffire, et surtout peint à l'huile sur une petite toile normalement mesurant à peu près 22 cm de haut par 17 cm de large, c'est-à-dire dans un format tout à fait standardisé, montrant uniquement la tête, le cou et les épaules, une expression sobre, sans ou avec coiffure, pratiquement le seul choix laissé aux clients. En recourant à une petite équipe d'artistes efficaces, travaillant d'arrache-pied dans son atelier, après avoir commandé et acheté un nombre incalculable de toiles toutes formatées selon les mêmes paramètres, et en utilisant une palette limitée et proposant un petit nombre de poses très peu diversifiées, Boilly a pu, miraculeusement, en l'espace d'une quarantaine d'années, produire plus de 5000 portraits, c'est-à-dire 2 ou 3 portraits par semaine, toutes les semaines, pendant plus ou moins 40 ans, et ceci à côté de son œuvre immense qui inclut gravures, caricatures, scènes de genre et de rue, allégories, trompe-l'œil et tableaux d'histoire. Encore une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Au lieu d'exiger de ses clients les traditionnelles 3 séances de pause, chacune comportant nécessairement plusieurs heures, Boilly, dont le talent et la virtuosité artistique étaient prodigieux, demandait une seule séance de 2 heures et se trouvait capable de vous donner votre portrait unique et ressemblant au bout d'une petite semaine ou 10 jours maximum. Nous avons ici un champ extrêmement fertile pour mettre en œuvre la notion de multiple et pour tester ce que nous appellerions aujourd'hui son efficace. L'intérêt de Boilly, portraitiste, se conçoit pour nous, aujourd'hui, non seulement pour sa capacité d'imaginer, avant son temps, une véritable production en chaîne de portraits bourgeois, et de mettre en œuvre une telle pratique quasi industrielle, mais aussi dans ce que nous devrions décrire comme sa capacité de créer une impression d'intimité et, du moins dans la tête de ses clients, l'impression selon laquelle l'artiste a su capter pour chacun d'entre eux leur individualité et leur personnalité unique. Alors encore peut-être 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Boilly, portraitiste, est un maître du regard direct du sujet peint qui, telle une belle image pornographique qui nous regarde en grand éclat et en grande couleur, cultivant le sentiment que ce regard est spécialement conçu pour la personne qui regarde l'image, que ce soit le sujet peint lui-même ou les membres de sa famille et ses amis intimes, pour que tout le monde s'exclame devant cette image qu'elle me regarde presque comme une personne réelle. Précisément à l'époque où les petits bourgeois parisiens devenaient de plus en plus friands de portraits, c'est-à-dire sans la concurrence commerciale des photographes, qui ne naîtra que quelques 20 ou 30 ans après Boilly, cet artiste a su cultiver l'impression de l'individualité de la personne, fière de ne pas être comme tout le monde, alors que, vous voyez bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alors que, quand nous les profilons les uns après les autres, des centaines de portraits, il y en a à peu près 5000, je vous ai dit, mais je vous épargne parce qu'on ne connaît qu'à peu près 900. Nous nous rendons compte de l'effet paradoxal de la multiplicité de ces portraits. Tout le monde a littéralement les mêmes yeux et le même regard,
le même format, la même petite esquisse de sourire qui n'en est pas un, et tous et toutes, ou presque, semblent porter la même veste noire ou brune, ou la même robe blanche ou rouge. Nous sommes entièrement plongés, bien avant le XXe siècle, dans les pires effets de l'industrie culturelle et son culte du même au détriment de la différence, tel que les décrit Adorno et André Bello. Donc, encore une petite quinzaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comme les Albertains des années 90, qui se croyaient tous rebelles en adoptant exactement le même comportement politique, ils votaient sans penser pour le même parti, toujours. Les sujets peints par Boilly au début du XIXe siècle croient tous à l'importance de leur unicité et au besoin de la montrer par un beau portrait, alors que les portraits qu'ils font peindre sont tous plus ou moins pareils. De tels portraits, je pense qu'il m'en reste à peu près 38 avant de... Dans l'avion, j'avais plus de temps d'en mettre plus. Vous voyez, de tels portraits produits à l'aube de notre époque, presque à la chaîne, représentent bien plus que des curiosités historiques. Et ils sont certainement à considérer autrement qu'en se cantonnant strictement dans leurs qualités esthétiques, quelque maigres ou riches soient-elles. Ils se laissent examiner aujourd'hui dans leur fondement discursif, qui ne peut les dégager de certaines contradictions fondamentales, pour ne pas dire des paradoxes absolument irréductibles et insolubles, lesquels, comme le dirait Lucie Robert tout à l'heure, non seulement des contradictions qui se trouvent non seulement à l'extérieur des œuvres, mais aussi et surtout dans les œuvres. La notion de multiple nous permet d'abord de saisir et ensuite de formuler l'idée selon laquelle l'individualité moderne ne peut se concevoir sans les autres, mais plutôt en même temps que celle des autres, si ce n'est avec les autres et surtout grâce à eux. Et tout cela, j'ai essayé de vous le montrer trop brièvement et trop rapidement, je l'avoue, mais il a fallu que je gagne du temps et j'ai donc même sauté toutes mes citations tirées des écrits de Bakhtin et de Bello. Mais ce que j'ai vraiment voulu faire, car je suis inscrit dans une session qui s'intitule « Le carnavescologue », c'est montrer que la notion d'individu est au cœur même de toute réflexion théorique sur le carnavalesque et sur la façon dont cette idée moderne, bourrée de contradictions, est aussi au cœur de tout ce que nous ne sommes pas. Merci beaucoup.